qu'aujourd'hui, vous parlez du secrétaire à la communication, Famé Ndongo, qui pourtant, c'est le météore du parti, qui se distingue difficilement. Pourtant, c'est eux qui tiennent les ficelles de tout ce qui se passe souvent au sein du parti, au détriment du secrétaire général ou du président du comité central au sein du RDPC. C'est l'un des partis les plus dangereux sur le plan des irrégularités tactiques. C'est des batailles qui datent depuis Mathusalem, qui se recyclent en fonction du temps, qui se réchauffent en fonction du temps, selon que les intérêts des uns et des autres sont mis en cause. Bataille interne, pollution du système politique, irrégularité stratégique à ciel ouvert. Le RDPC, ce colosse au pied d'argile, se révèle une machine complexe où la manipulation est un art, où le faux, une porte d'accès au vrai. C'est le parti qui souffle le froid et le chaud, qui crée ses propres tempêtes et les dénonce ensuite comme si elles venaient d'ailleurs. Le parti de Paul Biya s'apparente à un théâtre d'ombre où chaque acteur joue un double rôle, allié et saboteur. Et à l'approche de la présidentielle de 2025, le rideau se lève sur un spectacle inédit, au relent de scandale. Commençons tout de suite par ce communiqué signé de Jacques Famé Ndongo, le secrétaire à la communication du RDPC. Suivez la lecture de ce communiqué et on revient juste après. Communiqué de presse, il nous a été donné de constater avec une vive préoccupation la circulation d'un communiqué annonçant l'organisation dans la région de l'extrême nord d'une activité dénommée Extrême Nord. 100 000 jeunes unis derrière le président Paul Biya en 2025. À l'initiative d'un certain El Hadj Boukar Abdouharim, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC tient à porter à la connaissance de l'opinion publique que cette initiative n'a en aucun cas été approuvée ni par les organes compétents du parti au niveau régional, ni par les hautes instances du comité central. Le RDPC rappelle avec la plus grande clarté que toute entreprise de mobilisation politique menée en son nom doit rigoureusement respecter les canaux institutionnels établis et faire l'objet d'une validation préalable par les cadres compétents du parti. En conséquence, il est formellement demandé à M. El Hadj Boukar Abdouharim de surseoir immédiatement à la dite initiative qui ne relève nullement de sa compétence et dont la poursuite contreviendrait aux principes fondamentaux du fonctionnement du parti. Le RDPC réaffirme son attachement à la discipline, à la hiérarchie et au respect scrupuleux des textes qui gouvernent son action. Aucune justement entorse à ces principes ne sera tolérée. Un communiqué rendu public le 11 avril 2025, officiellement signé, diffusé, partagé dans tous les cercles pro-régime et sur la toile, mais à peine le temps de créer l'effet d'annonce que tout bascule. Le principal concerné, le ministre Jacques Famé Ndongo lui-même, publie sur son compte Facebook un démenti catégorique. Ce communiqué, un fake, un faux, une usurpation. Mais alors, que s'est-il passé? Le document a bien circulé, sans être démenti dans les premières heures. Il a été lu, commenté, analysé. Puis, subitement, son authenticité est contestée. S'agit-il d'un test, d'un ballon d'essai, d'un, je cite, endormissement stratégique destiné à manipuler l'opinion, à jauger les réactions avant un lancement officiel? Pour certains, le procédé n'est pas nouveau au sein du régime. On lance un bruit, on observe et si l'eau devient trouble, on nie. Méthode classique, efficace, mais de plus en plus éculée. On nous endort avec plein de choses entre-temps. Les communiqués intervenant ces derniers jours, Xavier Long, ne sont que des communiqués participants dans la même logique. C'est-à-dire la logique on nous endort avec les affaires de la FECAFOOT, du volet, les instruments d'endormissement.
question que vous ne soyez pas du tout éveillé, pour que vous sachiez que votre chef de l'État a 92 ans et qu'il y a des problèmes, et s'il y a un programme politique qu'on a mis en place, jusqu'ici, à moins de quelques mois de la convocation du corps électoral, notre président ne s'est pas encore déclaré comme étant candidat. Voilà des choses qui devraient nous préoccuper. Et les débats pour lesquels nous autres devions nous en présenter devraient être sur ça. Est-ce que la route de Mbangué, je me pose la question, la route du génie, comment vous appelez cette route qui passe devant votre rédaction, qui va vers quoi? Et que les infrastructures, est-ce que c'est normal qu'on nous dise qu'il y a un excédent budgétaire de 19 milliards dans une communauté urbaine pendant qu'une ville comme Douala n'a pas de route, des fontaines, des écoles, des assistances, une assistance sociale digne de ce nom, pour faire la pénétrante Est, la pénétrante Nord, on en est où? Je dis bien que vous en souleviez en termes de débat. Je suis là pour répondre. Je vous dis, il faudrait faire très attention, parce que nous sommes dans un banditisme intellectuel qui captive les esprits à nous distraire, à nous endormir. Il faut faire très attention avec en réalité ce qui se passe sur quelqu'un qui convoque 100 000 jeunes. Et justement, tout cela part d'un appel à la mobilisation. L'objectif affiché, soutenir la candidature du chef de l'État Paul Biya pour l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Mais dans les coulisses, rien n'est limpide. Cet appel à l'union crée des remous au sein même du RDPC. Des doutes, des tensions, des refus silencieux. C'est la ligne de fracture d'un parti qui n'arrive plus à masquer ses contradictions. Et dans ce grand théâtre, la machine médiatique se met en marche. Plateau TV, post sponsorisé, hashtag bien hurlé. Mais au fond, que voit-on? Une vieille recette, la stratégie de la terre brûlée, disent des experts, des hommes de l'opposition. Si l'on ne peut imposer l'unité, on détruit toute contestation. Si l'on ne peut convaincre, on noie la voix dissonante dans un océan de propagande. On brûle tout pour reconstruire une façade, même si elle est en carton-pâte. On est dans la surenchère médiatique. Et dans cette surenchère médiatique, il y a une politique qui a été appliquée jusqu'à présent, la stratégie de la terre brûlée. Vous avez un parti politique qui a existé par le mécanisme d'effacement des ambitions de ceux qui entourent le chef. Le chef qui a fabriqué tous les éléments de la reine. Oui. Et chacun fait ce qu'on appelle la danse des sioux pour contenter ou plaire au chef et être vu comme celui qui est le plus à même à défendre son idéal. Sauf que dans cette dynamique, cela crée un désordre au niveau de la capacité de la société camerounaise et des organisations politiques camerounaises à se régénérer. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui pensent que avant eux, l'organisation existait, pendant eux, ça existait, et après eux, c'est le chaos. Dans la dynamique du combat qui a été créé avec le DICAP, puisqu'il s'agit de lui, oui, les montants afférents par rapport à la mobilisation de 100 000 jeunes. 100 000 jeunes, on parlait notamment des frais de transport, c'est-à-dire 5 000 francs fois 100 000 jeunes, ça fait quand même... frais d'entretien de l'autorité administrative, oui, frais d'entretien des médias. Bref, il s'agit de la surenchère. Et pour aller beaucoup... On a justement ces montants qu'on peut avoir en image. Oui, ces montants sont affichés. On a 200 millions pour la confection des gadgets, la location de véhicules pour le transport des participants, sans oublier entre autres achat d'espaces publicitaires, radio et télévision qui montent pratiquement à 10 millions, sans oublier les appuis aux influenceurs digitaux, 20 millions de francs CFA, c'est quand même sacré pactole. Et voici le cœur du scandale, un chiffre. Un sacré pactole, 1 347 millions de francs CFA. C'est le budget détaillé, noir sur blanc, pour une opération intitulée 100 000 jeunes derrière Paul Biya.
La manifestation est prévue du 8 au 10 mai 2025 dans la région de l'extrême nord. Le document est clair, je cite, pour la haute attention du chef de l'État, une mention qui indique que ce projet bénéficie d'un appui politique très haut placé, ou du moins qu'on veut le faire croire. Et à l'heure où nous écrivons et tournons cette vidéo, aucun démenti officiel n'a encore été publié concernant ce projet de budget. Le silence est lourd, trop lourd d'ailleurs, et dans ce silence-là, les questions commencent à fuser. Qui finance? Pourquoi maintenant? Et surtout, à quoi sert vraiment cette mise en scène? On est dans un messianisme apocalyptique. Et quand je parle de messianisme apocalyptique, c'est une technique qui consiste à être hors sujet sur les vraies préoccupations des populations d'une région. Nous aurions été contents que le DIECAP et tous ses camarades du parti aient, au lieu d'être dans le hors sujet des mobilisations des jeunes pour venir danser, qu'ils puissent résoudre le problème de l'agriculture dans l'extrême nord en faisant que les jeunes du Mayo Danaï, qui m'écoutent en direct ce soir, les jeunes du Mayo Kani, du Mayo Tchanaga, qui puissent capter le lac de Maga, le fleuve Blue Blue, le Logone, le lac Tchad, de façon à irriguer et faire qu'on cultive le blé, le riz, le haricot, 4 trimestres par an, et que la mobilisation ne serait pas seulement le folklore. Ce seraient des gens qui ont reçu quelque chose d'impactant dans leur vie. Mais malheureusement, on est dans une dynamique de hors-sujet, des gens qui pensent que le meilleur moyen d'exister, c'est de chercher des influenceurs qui viennent présenter une réalité qui n'en est pas une. Si vous avez l'occasion de faire l'extrême nord, en saison de pluie pour aller à Makari, vous êtes obligé de passer par le Tchad. Quand vous prenez l'arrondissement de Ouaza pour aller jusqu'à Koussiri, Ouaza, Zigué, Zagué, Dabanga, El Beït, la route, je crois que le trou a la taille d'un demi-mètre. Donc les populations de l'extrême nord en particulier et celles des autres régions du Cameroun, y compris de l'Est, ont d'autres préoccupations que des batailles de positionnement. Vous avez parlé du ministre d'État, Jacques Famdongo, oui, et qui s'offusque de ce qu'un de ses camarades du parti puisse mobiliser 100 000 personnes, mais que lui-même mobilise dans sa zone. Si dans sa zone de la ville, il est capable de mobiliser 100 000 personnes, alors ben vous avez un jeu de rapport de force, d'équilibre et la terreur. Chacun veut démontrer que dans la perspective, tout à l'heure, l'aîné M. Moussala expliquait qu'on vous pointe le doigt sur une direction, mais en réalité, on ne va pas par là-bas. On est dans la diversion. Diversion, distraction, guerre de positionnement. Les mots MAUX sont posés. Des ambitions personnelles s'affrontent sur fond de calculs politiques. Des figures en mal de notoriété profitent du tumulte pour s'imposer dans l'espace public. Pendant ce temps, une région s'enfonce dans le désespoir, car ici, la manœuvre n'est pas seulement politique, elle est cruelle. L'extrême nord, théâtre de la grande mobilisation annoncée, est l'une des zones du Cameroun les plus pauvres. Cette misère insupportable et persistante devient le miroir d'un Cameroun qui sombre, qui vacille. L'instrumentalisation politique y prend des allures de cynisme. On ne voudrait pas faire le bilan sur le pourquoi est-ce que les populations du Mayo Danaï, du Mayo Kani, voient le riz traverser la période de retransplantation dans les rizières. Parce qu'on n'a pas pu irriguer ou bien labourer à temps. L'année dernière, nous étions obligés d'intervenir relativement à ça. On voudrait ramener les Camerounais sur des sujets autres que ceux du repli identitaire qui est en train de se créer parce que les hommes politiques du Cameroun sont dans l'ensauvagement. On vous enlève du sujet préoccupant qui intéresse les Camerounais. On vous ramène sur les choses qui n'ont pas de sens. Vous avez, tout à l'heure, quand j'arrivais, j'étais surpris que Douala aussi est en train de devenir Ebola Koun. Ebola Koun, c'est la poubelle, la ville poubelle. Donc, j'ai vu que partout, les poubelles s'amoncellent. Pourtant, ces poubelles sont, à notre sens, une source de création de richesses. Nous sommes aujourd'hui à vivre dans la poubelle, mais ils nous désorientent vers des querelles intestines qui n'ont pas de sens. Donc aujourd'hui, pour faire simple, il n'est pas de notre intérêt
que les partis politiques soient dans l'instabilité. Il est de notre intérêt que les partis politiques soient structurés et qu'il n'y ait pas de dichotomie dans les instances dirigeantes. Parce que lorsqu'un parti politique est dans le désordre, la conséquence immédiate, c'est que vous avez des citoyens qui, mal formés, sont des criminels. Vous voyez, ce conflit a aussi une autre source. Cette source, c'est la théorie suivant laquelle il y aurait des départements qui seraient les bastions imprénables de certains partis politiques. Pourtant, à l'évidence, ces départements ne bénéficient de rien. Et cette région-là, ce n'est pas n'importe laquelle. Bienvenue dans le fief de Kavaye Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale et fidèle parmi les fidèles du président Paul Biya. Kavaye Yégué Djibril, c'est une institution, un monument de longévité politique presque légendaire. L'homme est aux affaires depuis Mathusalem, véritable dinosaure du régime. Mais dans cette zone-là, derrière l'apparat du pouvoir, c'est un quotidien fait d'insécurité chronique, de chômage massif, de sécheresse, de souffrance et de guerre. Boko Haram, il laisse ses empreintes sanglantes. Et pourtant, ces régions restent cataloguées comme bastion imprégnable, fille du renouveau. L'ironie, c'est qu'elle est en feu, tout comme le parti qui prétend la défendre. Qui est indiscipliné dans le parti mieux que le président de l'Assemblée? Si vous voulez que nous nous posions bien des questions. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Non, Xavier. Est-ce qu'il y a des éléments factuels qui permettent justement d'affirmer? Il n'y a pas de glissement possible. Il faudrait que je donne cet éclairage à nos téléspectateurs. Oui. Si je suis directeur du cabinet de mon ministre, je n'ai pas la possibilité d'engager ou d'anticiper la bonne initiative sans que nous soyons sans concertation quelconque. Il a d'ailleurs validé, hein? Il a d'ailleurs validé, j'ai une note. Voilà. Donc, ce qui se joue, c'est des mécanismes d'effondrement politique. C'est ce que nous appelons des mécanismes d'effondrement politique, des attitudes politiques. Excusez-moi, il faut que quelqu'un sache qu'il est tenu quelque part, malgré ce qu'il croit être. Vous avez suivi le débat après qu'on ait mis le ministre de la fonction publique, président de je ne sais pas de quoi dans le RDPC. Du comité central. Les voix se sont élevées, les ressortissants de l'Est. J'ai un ami qui était un frère, qui était ministre de la fonction publique, qui a dit qu'il ne pourrait pas concourir à travailler avec... Il s'agit du ministre Michel Angui. Et justement, le feu gagne du terrain jusqu'à l'est du pays. Nouvelle ligne de fracture au sein du RDPC. Michel Ange Anguen versus Joseph Lé. Deux barons, deux fils de l'Est désormais à couteau tiré. C'est un duel aux allures de guerre de succession. À mesure que les échéances électorales approchent, les lignes de faille deviennent béantes. Le parti des flammes se consume lentement, ravagé par des affrontements internes, des égos trop grands pour cohabiter. Des cloches de dissonance sonnent aussi bien à l'extrême nord qu'à l'est, et cela ne semble être que le début. L'Est n'est pas la panacée du ministre Anderson Lé. Et le jugement que ses pairs de l'Est en font en ce moment sont criards et sont des jugements. Si vous y entrez dans les profondeurs, on vous dirait que M. Anderson est essentiellement dangereux pour sa région. Si vous preniez un peu une espèce, ce qu'on appelle des sondages et des approches, il n'a pas l'assentiment des ressortissants de l'Est. Dans cette cacophonie, un choix a été fait. Le président national du RDPC, Paul Biya, a tranché. Il a misé sur Joseph Lé, promu récemment à la tête de la délégation régionale du parti à l'Est. Une marque de confiance forte, voire aveugle. Malgré les remous, les lettres enflammées et les tensions palpables, Paul Biya avance ses pions. Ce jeu d'échecs politique, il le connaît par cœur.
Il choisit, déplace, écarte, repositionne une vieille habitude, disent certains, une stratégie bien hurlée, diviser pour mieux régner. Mais à quelle fin? Que prépare réellement le président à travers cette désignation stratégique? Un ultime barreau d'honneur ou une transition masquée? Biya aime se voir et c'est dans ça que Biya trouve son compte. Là où les têtes se cognent. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Et depuis la nuit des temps, Biya l'a fait. Et ça, c'est bien. Ça a été positif. Parce que quand vous prenez le nord, le nord-ouest, le sud-ouest, prenez le nord-ouest par exemple. Vous voyez là où Biya est épuisé dans la famille de Mouna. Il n'a pas pris les enfants de Mouna pour en faire. Il a pris l'ancien premier ministre, qui est aujourd'hui au secrétariat général de l'ONU. Parce qu'il y a des convergences d'approche qui se sont dites. Et c'est de là. Prenez au sud, prenez dans le centre. Biya ne prendra jamais. C'est sa logique politique. Le fait que celui, ça a reçu au chef de l'État, celui est reçu, et ceci ne peut pas être autrement. Quand il vient dans l'Ombam, il ne prend pas des ministres qui ont une certaine popularité. Ils vont reprendre Dieudonné dans son département, dans son origine, dans son département d'origine qui a des états de service politique. Il va aller prendre un soufiste dont il va illustrer. Et c'est celui-là que les gens viendront adouber. Ça a toujours été le système politique de Biya pour nous qui le connaissions. La nomination d'un frère, d'un cousin n'est pas épatante. C'est comme ça. Il cherche celui qui est le moins nanti, celui qui peut nuire, celui qui a les capacités de dire que c'est un intrus, d'être considéré comme un intrus. C'est lui que Biya affiche. Vous ne verrez jamais Biya prendre quelqu'un venant dans une substance politique et illustrée. Regardez, les enfants d'Aïdjo sont quoi? Il prend la fille, il met dans une structure là comme PCA. Il prend le garçon, il met conseiller à la présidence. Et écoutez, on n'est pas naïf. C'est la réalité sociologique et politique que je vous étale là. Une politique donc de diviser pour mieux régner. On l'a dit plus haut. Concernant le cas de l'extrême nord, un vent de fronde souffle. Un appel de filles et fils de l'extrême nord a été lancé contre le projet de mobilisation de 100 000 jeunes à Maroua. Dans cette lettre, ces jeunes refusent l'instrumentalisation politique. Ils disent clairement mériter mieux. Mieux que l'agitation, mieux que la récupération. Les jeunes de l'extrême nord ne sont ni des instruments de mobilisation de masse, ni des bétails électoraux que l'on agite à l'approche des élections. Ils aspirent à une vie digne et à des formations de qualité, à des emplois décents, à des soins de santé accessibles à un environnement sécurisé. Au lieu de convoquer 100 000 jeunes pour scander les slogans politiques, pourquoi ne pas initier l'opération 10 000 projets, micro-projets pour les jeunes de l'extrême nord, ou alors opération 100 000 actes de naissance pour les enfants de l'extrême nord? Pourquoi ne pas lancer une opération 100 000 tables bancs pour soulager les écoliers qui, dans de nombreuses écoles publiques, prennent encore les cours assis à même le sol, à la belle étoile, sans protection contre le soleil ou la pluie? Pourquoi n'avoir pas payé les frais d'examen des élèves victimes d'inondations ou de Boko Haram? Ces jeunes disent ce qu'ils pensent. Ils dénoncent une initiative politiquement déplacée dans un contexte de détresse sociale marqué par des promesses non tenues. Leurs cris résonnent comme un acte de rébellion douce contre l'hypocrisie instrumentalisée. Ils ne veulent plus être des figurants dans un scénario qu'ils n'ont pas écrit. La région de l'extrême nord est aujourd'hui l'une des plus éprouvées du pays. Elle fait face à de nombreux défis structurels. Une insécurité chronique dans plusieurs localités, un taux de chômage extrêmement élevé, une sous-scolarisation inquiétante dans les infrastructures scolaires et sanitaires défaillantes, un accès limité à l'eau potable, à l'électricité et des routes quasi inexistantes. Ajouter à tout ceci des promesses électorales non tenues. À titre d'exemple, les 3000 forages promis par le chef de
l'État lors d'une de ses campagnes électorales. Dans ce contexte alarmant, on ne peut comprendre que l'urgence soit une mobilisation politique aux allures d'insultes et de mépris, alors que certains jeunes, évidemment, sont dans l'espoir, en quête d'opportunités incertaines pour être vigiles, mototaximènes, vendeurs à la sauvette. Pour ces jeunes également, ce type d'initiative n'aide pas le président Paul Biya qu'elle prétend soutenir. Au contraire, elle l'expose, elle le fragilise, elle le trahit même parfois, tant le décalage est flagrant entre les moyens mobilisés et la misère ambiante. Instrumentaliser la misère de notre jeunesse pour les intérêts politiques à court terme ne grandit pas la cause que l'on prétend défaire. On va aller vite. En quatrième moment, appel à la conscience et à la responsabilité de la jeunesse. Nous lançons un appel à tous les jeunes de la région de l'extrême nord. Ne vous laissez pas instrumentaliser par cet appel à mobilisation inopportune. Restez chez vous le 10 mai. Refusez d'être les figurants d'un théâtre politique qui ne tient pas compte de vos réalités. Ne cédez pas à la manipulation. Engagez-vous là où cela compte vraiment pour le collectif. Le porte-parole, Amadou Bachirou. Comme quoi, avec ce 1,387 milliards de francs CFA, on pourrait résoudre de nombreux problèmes dans cette région en prise avec tous les maux. L'eau, la santé, l'éducation, la sécurité, l'emploi. Mais voilà, comme on le raconte, on préfère la mise en scène, la foule, les t-shirts, les slogans et le folklore. Ils ont posé le problème des emplois. C'est un problème spécifique à l'extrême nord, c'est un problème général à tout le Cameroun. Nous disons que pour la question des emplois, il faut changer le curriculum de formation académique. On ne peut pas continuer à former les enfants en 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Il faut passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel pour former des créateurs de richesses et non pas des chercheurs d'emploi. Ce qui permettra que désormais, vous avez quelqu'un qui est formé au génie textile, au génie industriel, au génie naval. À force de jouer avec le feu, le RDPC finira peut-être par se brûler lui-même. Ce qui devait être une démonstration de force vire peu à peu au grand déballage de ses failles. Ce n'est plus un parti, c'est un champ de mine, une structure rongée par les querelles de succession, minée par les luttes intestines, secouée par une jeunesse qui ne veut plus être réduite au rôle de spectatrice, pendant que certains distribuent des milliards pour des shows éphémères, d'autres n'ont même pas de quoi s'acheter un cahier pour aller à l'école. Le RDPC avance mais sur une corde raide et plus on s'approche de 2025, plus le masque, plus le bal masqué vit au cauchemar. La vraie question n'est plus de savoir si Paul Biya sera candidat, mais si son parti survivra à sa propre comédie. Parce qu'à force de manipuler le peuple, on finit par réveiller sa colère. Et quand ce peuple se lève, ce ne sont pas les slogans, ni les milliards, ni les meetings qui peuvent l'arrêter. Ce sont les idées, les actions et l'intégrité. À chacun donc de choisir son camp, l'orchestre du naufrage ou le chant de la reconstruction.